C'est fait. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à l'atelier intitulé La place du logement accompagné dans les 115 SIAO. Comment orienter les personnes sans abri vers ce dispositif. Je suis Emmanuel Bougra, chargé de mission hébergement-logement au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité. Donc, c'est moi qui vais animer cet atelier en compagnie donc, de François Lebrun, chef de projet AHI pour la phase Pays de la Loire, qui va avoir la lourde responsabilité de transmettre les questions que vous avez posées via le chat. Avant de débuter cet atelier, peut-être un mot d'ordre technique, même si on commence à avoir l'habitude de l'utilisation de ces plateformes. Donc, l'atelier va se dérouler en plusieurs temps. Un premier temps d'introduction, puis trois intervenants vont nous faire une présentation. S'en suivra ensuite une séquence de questions-réponses avec les personnes inscrites en tant que contributrices qui pourront poser leurs questions, mais aussi partager leur expérience. Et puis, vous pourrez également poser vos questions via le chat en tant que spectateur et spectatrice. Et donc, c'est là où le rôle de François sera crucial. Je précise également que cette séquence est enregistrée. Donc, les personnes qui ne souhaitent pas que leur image apparaisse lors de cet enregistrement pourront couper la caméra, évidemment. Et puis, le fait que ce soit enregistré nous permettra du coup de revisionner cette séquence sur le site internet dédié. Comme je vous le disais, nous avons donc trois intervenants pour cet atelier. Nous avons donc Camille Tordre, qui est responsable de projet à l'ANSA. Bonjour Camille. Nous avons Kamel Seni, qui est responsable du pôle Logement d'abord pour Solia et qui représente également les acteurs du logement d'insertion. Bonjour Kamel. Et nous avons enfin Henri Hannequin, qui est le directeur du SIAO du Bas-Rhin. Bonjour Henri. J'ai fini sur la partie technique. Maintenant, si vous me permettez un mot d'introduction avant de laisser la place aux intervenants. Peut-être commencer par trois éléments de contexte. Vous dire déjà que cet atelier s'inscrit dans un cadre plus général aujourd'hui, dans les semaines nationales de la rue au logement, sur une séquence donc, du logement d'abord, puisque ce matin, on a pu parler des plateformes d'accompagnement social, et en ce moment a lieu différents ateliers, un sur l'observation sociale, un sur l'accès au logement. Et donc cet atelier-là. Premier point de contexte, c'est vous dire évidemment qu'il y a le plan quinquennal Logement d'abord porté par la DIAL qui se développe depuis 2017 et qui évidemment porte très fortement les dispositifs de logement accompagné, que ce soit l'intermédiation locative notamment et les pensions de famille, avec pour l'intermédiation un objectif ambitieux de création de 40 000 places, 40 000 nouvelles places à créer au cours du plan quinquennal Logement d'abord, dont notamment pour 2021 un objectif assez important puisqu'il s'agit de créer 12 300 places pour cette année. Pour ce qui est des pensions de famille, on a un objectif de création de 10 000 places, donc c'est un objectif également ambitieux, et donc 2 400 places doivent être créées pour l'année 2021. Le deuxième point de contexte que je voulais aborder avec vous, c'est évidemment la création ou la future création du service public de la rue au logement, et également les récentes orientations qui peuvent découler des circulaires qui ont été publiées, on va dire, ces 2-3 dernières années, et qui font finalement du SIAO la pierre angulaire du secteur AHI et des orientations des personnes sans domicile ou sans abri vers les différents dispositifs, notamment les dispositifs de logement accompagné, alors que jusqu'à présent, on peut quand même se dire que les SIAO étaient plutôt centrés uniquement vers l'hébergement. Donc, on voit bien que là, il y a un enjeu pour les SIAO à tendre vers aussi des orientations vers le logement adapté. Enfin, un troisième élément de contexte, c'est un élément, je dirais, de court terme, un élément urgent, puisqu'il s'agit de la fin du plan hiver. Donc, comme vous le savez, hein, la ministre a annoncé la prolongation du plan hiver jusqu'au 1er juin, avec un effort important de la part de l'État qui a pu ouvrir 40 000 places depuis le premier confinement, donc en mars dernier, avec l'annonce de pérennisation de 14 000 places
ce qui fait donc un gap important de 26 000 places qui vont fermer. 26 000 places, ça veut dire 26 000 personnes concrètement, qui risquent d'être remises à la rue. Et tout l'enjeu pour nous également, c'est donc de penser les orientations de ces personnes vers le logement accompagné. Le logement accompagné peut être également une solution pour les personnes hébergées aujourd'hui. Et donc, tout l'enjeu, et c'est évidemment un enjeu de court terme, c'est de favoriser ces orientations vers les dispositifs d'intermédiation locative, vers les dispositifs de pension de famille, ou également de résidence sociale. Peut-être 3 mots pour les enjeux de l'atelier avant de laisser la parole à Camille. Le premier enjeu, ça serait évidemment pour nous d'analyser déjà les liens qui existent entre les logements accompagnés et les SIAO. On ne parle pas évidemment de zéro. Camille pourra nous préciser tout cela. Le deuxième enjeu, c'est évidemment de montrer que c'est possible, même si dans certains territoires, on est parfois malheureusement encore loin d'avoir une pleine orientation vers les dispositifs d'accompagnement, en tout cas vers les dispositifs de logement accompagnés. On voit quand même une démarche, une volonté qui se met en place de plus en plus. Et le troisième enjeu, c'est donc évidemment aider les CAO à déplacer, je dirais, le curseur vers le logement adapté. Et puis également, côté logement accompagné, peut-être lever les représentations qu'il peut y avoir sur les personnes sans domicile dans une logique logement d'abord. Voilà pour le propos introductif. Je passe maintenant la parole à Camille Turner, qui va nous présenter déjà des éléments de définition du logement accompagné, et puis également les résultats de l'enquête que l'ANSA a pu mener auprès des CAO en 2019, et également des éléments sur la recherche-action que l'ANSA mène avec les acteurs du logement d'insertion. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Camille Tolre et je suis responsable de projet à l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, donc l'ANSA. Et à l'ANSA, nous faisons des études et nous accompagnons des projets sur diverses thématiques, dont la question des personnes sans domicile. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats de 2 projets distincts qui nous permettent de comprendre un petit peu mieux quels sont les liens aujourd'hui entre les SIAO et le logement d'insertion. Mais effectivement, je vais commencer par quelques petits éléments de définition. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de logement d'insertion? Alors moi, je parle de logement d'insertion, mais l'intitulé de l'atelier, c'est le logement accompagné. Pour moi, c'est la même chose. Peut-être qu'il y a des avis divergents. On donnera la parole aux alliés peut-être là-dessus, aux acteurs du logement d'insertion. Moi, je retiens leur dénomination parce que je pense que c'est un chapeau global qui fédère l'ensemble de ces éléments. Déjà, quand on parle de logement d'insertion, en fait, on parle de choses assez différentes. On parle de solutions qui imbriquent un logement et une forme d'accompagnement social, mais avec des déclinaisons relativement différentes. Et on peut les caractériser en 2 catégories, une offre de logement dans le diffus et une offre de logement regroupée. Je commence avec l'offre de logement dans le diffus. Je vais aller très vite sur les définitions, mais c'est pour être bien sûr qu'on partage bien l'ensemble de ce que représente le logement d'insertion aujourd'hui. L'offre de logement dans le diffus, vous le voyez, ce sont plutôt des formules qui correspondent à de l'intermédiation locative. Donc le premier volet, c'est le mandat de gestion à vocation sociale, pour le compte d'un propriétaire qui va donc confier son bien à une association agréée qui va assurer une gestion locative adaptée en louant le bien à une personne ou à un ménage en situation de difficulté financière. Le deuxième élément, c'est la location en vue de la sous-location, avec ou sans bail glissant. Donc là, dans ce cas-là, c'est l'association qui prend un bail à son nom et qui va le sous-louer à une personne. Et dans le volet bail glissant, à terme, après une période transitoire, on a dans l'idée que le bail puisse glisser du nom de l'association au nom de la personne, du locataire, pour qu'il devienne locataire en titre de plein droit. Troisième élément, un petit peu moins fréquent, c'est la gestion directe lorsque les associations sont en pleine propriété de biens ou qu'elles sont organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion, MOI. Donc là, elles assurent une location directe de ces logements. Et donc, la seconde catégorie, l'offre en structure collective, on va surtout parler ici d'abord de résidences sociales. Les résidences sociales, vous le savez, ce sont des formes particulières qui sont issues de la réglementation des logements foyers. Ça existe depuis 1994.
Ça a été créé initialement pour deux raisons. D'abord pour accueillir des travailleurs, donc plutôt soit des jeunes travailleurs, soit des travailleurs migrants, ou des personnes avec des revenus modestes. Donc, la caractéristique principale des résidences sociales, c'est que ce sont des logements qui sont meublés et qui offrent des solutions temporaires, bien qu'il n'y ait pas de limitation réglementaire véritable de la durée. C'est donc un temporaire théorique. Aujourd'hui, elles accueillent des publics qui sont plutôt des publics avec des difficultés d'accès au logement, avec des ressources modestes et pour lesquelles on peut proposer un accompagnement social, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, la deuxième catégorie ici, ce sont les pensions de famille ou maisons relais. Ce sont des déclinaisons des résidences sociales avec une vocation particulière puisqu'elles se destinent à accueillir des publics qui sont des publics plutôt très marginalisés, souvent avec des histoires de rue, qu'on va pouvoir qualifier de grands exclus. Et ces publics vont être accueillis dans des petits collectifs d'une vingtaine de personnes avec une forme d'accompagnement social peu étoffé, mais une forme de présence et de stabilisation à l'intérieur de ce petit collectif. Les résidences accueil, ce sont des pensions de famille avec une dimension maladie psychique. Donc, les personnes qui sont accueillies sont reconnues et stabilisées dans une forme de maladie psychique. Enfin, les foyers de travailleurs migrants, créés dans les années 50 pour accueillir ces travailleurs immigrés qui sont aujourd'hui, à travers différents plans de traitement des foyers de travailleurs migrants, en réhabilitation et parfois en cours de transformation pour devenir des résidences sociales généralistes. Et les foyers de jeunes travailleurs ou résidences habitat jeunes qui, pour certains, sont sous statut résidence sociale et donc ont vocation à accueillir plutôt des jeunes avec un accompagnement vers le logement, mais aussi un accompagnement socio-éducatif pour des jeunes qui sont en insertion sociale et professionnelle. Donc voilà pour le portrait de ce que recouvre le logement d'insertion. Vous voyez que c'est relativement divers. Et je vais vous en parler un petit peu plus maintenant dans leur relation avec les SIAO en vous présentant deux démarches qu'on a menées à l'ANSA. Donc, la première, c'est l'enquête nationale sur les SIAO que nous avons conduite pour la DGCS en 2019. Pour celles et ceux qui ont participé à la table ronde d'ouverture, j'ai présenté un petit peu plus en détail ces résultats, mais là, je me concentre vraiment sur trois indicateurs qui sont les indicateurs qui concernent le logement d'insertion. Peut-être pour préciser, c'est une enquête qui porte sur l'ensemble des SIAO de France, qui a été conduite par questionnaire adressé à la fois aux SIAO et aux DDCS. Et donc, on a une vision assez complète, assez fiable de la manière dont fonctionnent les SIAO, en l'occurrence sur l'année 2018, puisque l'enquête a été conduite en 2019. Un premier indicateur sur la question des liens entre SIAO et logement d'insertion. Oui, il y a des liens entre SIAO et logement d'insertion, puisque pour au moins 61 d'entre eux, l'opérateur SIAO est par ailleurs également gestionnaire de logements adaptés. Ça, c'était une surprise des résultats de l'enquête parce qu'on sait que les SIAO sont très intégrés dans le secteur AHI et donc on n'est pas surpris de savoir que souvent les gestionnaires de SIAO sont également gestionnaires d'hébergement, d'insertion ou d'urgence. En revanche, on est un petit peu plus surpris de voir que pour 61 d'entre eux, c'est également le cas pour du logement adapté. Deuxième indicateur, vous savez que la première des missions qui est confiée au SIAO dans le Code de l'action sociale et des familles, c'est de recenser les places. Et d'ailleurs, la formulation, c'est les places d'hébergement, de résidence sociale et d'intermédiation locative. C'est formulé comme ça dans le CASF. Là aussi, on savait que les SIAO étaient très bien positionnés sur le recensement des places de CHRS et de centres d'hébergement d'urgence. Vous voyez, ce sont les lignes qui sont tout en bas de mon graphique, avec une grande majorité de rouge, donc toutes les places sont recensées dans le département. On voit que sur les volets, sur les différents segments du logement d'insertion, c'est un petit peu moins le cas. Pour les pensions de famille, on est à 78% de l'ensemble des places qui sont recensées. Pour l'intermédiation locative financée par l'État, on est à 71%. Et là, je fais bien la différence avec l'intermédiation locative qui est financée par d'autres financeurs. On pense notamment au conseil départemental, qui est beaucoup moins souvent centralisé par le SIAO. Vous voyez, c'est seulement 23% ici. Et puis, les résidences sociales, c'est juste en dessous, c'est 24% dans l'ensemble des places qui sont recensées. C'est un résultat qui est presque surprenant parce qu'on sait que les résidences sociales n'ont pas vocation à indiquer l'ensemble de leurs places au SIAO.
En tout cas, ce n'est pas ce que leur demandent les textes réglementaires aujourd'hui. Les textes réglementaires précisent que la part financée par l'État, donc ce qu'on appelle le contingent préfectoral, doit être mis à disposition du SIAO pour faire l'objet d'orientation. Donc, on comprend mieux les 36% ici en violet de résidence sociale qui indiquent qu'une partie des places de résidence sociale sont recensées par le SIAO. En tout cas, on voit bien sur ce graphique la marge de progression qu'il y a encore sur la centralisation d'un certain nombre de places relevant du logement d'insertion. Dernier indicateur sur les liens entre logement d'insertion et SIAO, ce sont les modalités d'orientation. Vous voyez à gauche, les modalités d'orientation vers l'hébergement d'urgence, ce sont majoritairement des orientations directes par le SIAO, bien souvent à la main du 115. Alors que pour les deux colonnes de droite, hébergement d'insertion et logement adapté, on est sur des résultats qui sont relativement similaires. Une majorité, enfin une moitié, d'orientations qui se font sur la base d'analyses en commission, et bien souvent en commission partenariale. Ça veut dire que le logement adapté, comme l'hébergement d'insertion, est fondé sur des orientations qui sont réalisées de manière collective dans une majorité des cas. Un petit peu moins souvent, ce sont à la fois des orientations directes et du passage en commission, et puis dans une plus petite minorité, des orientations directes par le SIAO uniquement. Voilà pour les résultats de l'enquête SIAO qui portait sur les liens avec le logement d'insertion. Et je passe maintenant à une deuxième démarche que nous menons à l'ANSA, cette fois pour les ALI. Qui sont les ALI? Ce sont les acteurs du logement d'insertion. C'est une fédération de fédérations, une association de fédérations, je laisserai Kamel Seni en parler un petit peu plus après, qui regroupe la FAPIL, Solia et l'UNAFO. Et donc, dans le cadre de leur travail collectif, les acteurs du logement d'insertion ont une convention avec la DGCS et au titre de cette convention avec la DGCS a été financée cette recherche-action. Recherche-action, ça a pour but à la fois de produire de la connaissance et d'engager la transformation sur un territoire. Donc, c'est une démarche qui a été menée en 2 temps. Un temps de recherche entre juin et septembre 2019 et un temps d'action qui est en train de se terminer puisque depuis octobre 2019 jusqu'en mars de cette année, nous avons observé le déroulé de cette action. Alors, la recherche a consisté en un état des lieux, une étude de terrain menée sur 3 territoires que sont la métropole européenne de Lille, le département de la Haute-Savoie et le département des Alpes-Maritimes. Et dans ces 3 territoires, nous avons analysé les liens entre les acteurs du logement d'insertion et le SIAO avec 4 angles d'approche particuliers. La question de l'observation sociale, donc de la connaissance des publics et de leurs besoins, la question de l'information et de l'interconnaissance réciproque entre le SIAO et les différents segments du logement d'insertion, la question de l'orientation des publics par le SIAO et de l'accompagnement social qui est proposé dans le cadre du logement d'insertion. Pour ça, nous avons rencontré les acteurs ressources sur les territoires, analysé les données et rédigé des monographies et une synthèse qui seront prochainement publiées. Sur la base de ce diagnostic, nous avons conduit des groupes de travail qui nous ont permis d'identifier collectivement, avec les parties prenantes du territoire, une action qui permettait de renforcer le lien entre le logement d'insertion et les SIAO. Cette action, elle était identifiée collectivement, elle était donc relativement légitime. Et notre objectif, c'était d'accompagner la mise en œuvre de cette action sur 2 ans et d'observer les changements de pratique qui étaient induits par le projet en cours. Donc, sur les 3 territoires, nous avons accompagné des actions de nature différente. Et aujourd'hui, nous sommes sur un travail d'analyse et de synthèse des impacts et des évolutions sur chacun des territoires qui ont été accompagnés. Je vous présente du coup les principaux constats, mais comme le rapport n'est pas encore rédigé, ce sont encore des premiers constats. Ils ont encore vocation à être un petit peu étayés, à être un petit peu affinés, mais je vous en trace quelques grandes lignes. D'abord, sur la question de la mobilisation de l'offre de logement d'insertion, vous l'aurez compris, la mobilisation, elle est inégale aujourd'hui entre les différents segments du logement d'insertion, mais aussi entre les territoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une part, toutes les offres de logement d'insertion qui sont libérées, donc toutes les vacances, ne sont pas recensées par le SIAO, ne sont pas adressées au SIAO pour être recensées, même si la part des offres qui est transmise a quand même progressé ces dernières années. On est vraiment sur une tendance ascendante de la mise à disposition des places au SIAO. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les logements d'insertion qui sont
généralement mis à disposition du SIAO, ce sont ceux qui relèvent des droits de réservation de l'État en très grande majorité. C'est-à-dire les pensions de famille, 100% financées par l'État, l'intermédiation locative financée par l'État et les fameux 30% de contingent préfectoral dans les résidences sociales et assimilées. Je vous disais aussi en introduction, c'est très différent selon les territoires. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail des situations des 3 territoires qu'on a étudiés, mais on voit que les SIAO ne sont pas engagés de la même manière sur chacun de ces territoires, sur d'une part le recensement des offres et leur intégration dans le SI-SIAO, et d'autre part la capacité à orienter des publics sur ces offres. Deuxième point, justement, on y arrive, l'orientation des ménages. On observe de manière générale sur tous les territoires des freins à une orientation qui soit véritablement fluide et adaptée. Parce qu'il existe encore aujourd'hui plusieurs circuits d'orientation. Et là, vous l'aurez compris, je vais plutôt me recentrer sur le segment des logements d'insertion qui sont en dehors du périmètre du SIAO aujourd'hui, c'est-à-dire surtout les résidences sociales. Et pour les résidences sociales, aujourd'hui, on a plusieurs circuits d'orientation et surtout plusieurs circuits de demande, avec notamment des demandes en direct sur les systèmes d'information, sur les sites Internet directement des opérateurs, qui peut conduire à des doubles ou voire des triples saisies pour les prescripteurs initiaux que sont les référents sociaux. C'est peu souvent les personnes elles-mêmes qui se positionnent dans ces situations-là. Il y a toujours une orientation via un prescripteur et ce prescripteur peut être confronté à une saisie multiple des demandes qui peut être un frein dans le quotidien du travail. Deuxième point, il y a une méconnaissance des dispositifs, de ces dispositifs, et notamment des dispositifs résidence sociale qui seraient pourtant adaptés à un certain nombre de ménages et qui ne sont pas orientés aujourd'hui parce que, tout simplement, les référents sociaux ne connaissent pas les offres de logement d'insertion qui sont sur leur territoire ou qui sont en proximité. Finalement, on s'aperçoit que peut-être le SIAO a mis un petit peu de distance aussi entre les prescripteurs et les opérateurs de logement d'insertion en faisant cet intermédiaire. Parfois, le contact a été un petit peu perdu et on pense qu'il y a quand même vocation à renouer le partenariat, un partenariat tripartite cette fois, pour que les référents sociaux connaissent davantage les dispositifs sans en être experts. C'est le SIAO qui reste l'expert des dispositifs et de l'orientation. Mais pourtant, pour que les référents sociaux aient un réflexe d'orientation, il faut qu'ils connaissent un minimum les dispositifs de logement d'insertion. Et puis, dernier point sur l'orientation, on a encore aujourd'hui des taux de refus, alors de tous les côtés, hein, du côté de l'opérateur comme du côté du ménage, qui sont parfois très élevés et qui proviennent de ce partenariat insuffisant que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas assez discuté autour du ménage et entre le prescripteur et l'opérateur de logement sur cette orientation et sur son caractère adapté ou non. Je passe à une partie sur l'accompagnement et le suivi de parcours. Là aussi, un constat un petit peu critique, c'est qu'aujourd'hui, on constate des difficultés pour répondre de manière à la fois souple et réactive aux besoins d'accompagnement de l'ensemble des ménages. La difficulté dans le logement d'insertion, c'est d'arriver à s'assurer que les ménages qui sont orientés présentent un niveau de besoin d'accompagnement ou de souhait d'accompagnement qui correspondent à ce qui est disponible sur le territoire et à ce qui est mobilisable dans le cadre du logement d'insertion. Les ressources en accompagnement, elles sont parfois insuffisantes par rapport aux besoins effectifs des ménages pour se maintenir dans le logement. Et de manière générale, les opérateurs font part de leur ressenti, alors qui est assez empirique, hein, c'est quelque chose qu'on a du mal à prouver, mais de leur ressenti de besoins d'accompagnement qui sont croissants. Et en face de ressources en accompagnement qui ne suivent pas toujours, avec parfois des dispositifs qui ne peuvent pas se cumuler, par exemple, ou des dispositifs qui sont difficiles à mobiliser parce qu'on arrive à une multiplication des intervenants autour de la personne qui freine parfois finalement une bonne insertion. Deuxième point, il faut tout de même parler de la question de la sortie parce que sur les résidences sociales, on est toujours sur des dispositifs qui sont temporaires, comme je le disais en introduction, même s'il n'y a pas de limitation de l'occupation. On est sur des dispositifs temporaires et donc on a peut-être besoin aussi de penser la sortie des personnes de ce logement d'insertion vers un logement pérenne et quelle pourrait être la place du SIAO dans ce chemin-là, dans ce parcours-là. C'est quelque chose qui est encore en questionnement parce que
Et ça fait le lien avec ma partie suivante sur l'observation sociale. Aujourd'hui, le SIAO ne suit plus les personnes une fois qu'elles ont intégré un logement d'insertion. Ça ne fait plus partie de la file active des personnes qui sont suivies par les SIAO, quand bien même la mission du SIAO, telle qu'elle est inscrite dans le CASF à nouveau, c'est bien de suivre la personne jusqu'à sa stabilisation dans un logement pérenne. Du coup, j'en arrive à l'observation sociale et je m'arrêterai là. Les limites en matière d'observation sociale, elles sont partagées sur tous les territoires et elles sont partagées par tous les acteurs. Aujourd'hui, on sait que les données d'observation du SIAO, elles sont relativement peu appropriées et surtout, elles ne sont pas utilisées comme des outils d'aide à la décision pour le développement de l'offre ou pour l'adaptation de l'offre. Bon, plusieurs raisons à ça, hein, notamment une forme d'inadaptation du système d'information qui est celui des SIAO aujourd'hui, et aussi le fait que, c'est mon dernier point, le suivi des parcours est complexe avec cet outil-là. Et aujourd'hui, l'outil il est davantage utilisé comme un outil de recensement des demandes, de suivi d'une première attribution, que d'un suivi des parcours dans le temps long, qui permettrait de proposer une observation sociale qui serait plus dynamique et qui intégrerait vraiment la dimension de parcours et les évolutions dans les parcours des personnes. Voilà, je vous ai livré un petit peu tout ça en vrac. Il fallait faire très synthétique, mais je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Et Kamel, qui a supervisé ce travail, pourra également réagir à ce que j'ai présenté. Merci. Merci beaucoup, Camille. Merci pour la primeur du coup, des premiers constats. On est flatté à la Fédération d'avoir cette primeur-là. Je passe maintenant la parole à Kamel Seni. Kamel, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter un peu plus en détail les ALI, les acteurs du logement d'insertion, et puis revenir à la fois sur les enjeux pour votre réseau et fédération, donc les différentes fédérations qui composent les ALI, par rapport justement à cette recherche-action, puis plus globalement à ce lien entre SIAO et logement adapté. Et puis peut-être également nous parler de la mobilisation de vos fédérations et de vos adhérents sur ce sujet-là. Oui, merci Emmanuel. Alors, dire que je supervise est un bien grand mot. On va dire que la Solia et donc moi qui suis responsable de pôle logement d'abord au sein de Solia, pour le compte des acteurs du logement d'insertion, pilote une des actions que nous menons dans le cadre de notre partenariat avec la DGCS. Et une de ces actions est bel et bien cette recherche-action. On a d'autres actions, je pense notamment à une recherche-action sur la santé mentale dans le Val-de-Marne et qui sont suivies par mes collègues qui sont présents, Justine Ginès de la FAPIL et Pierre-Marc Navalès de l'UNAFO. Un tout petit mot sur les acteurs du logement d'insertion. C'est donc, comme l'a dit Camille, le regroupement de 3 fédérations et unions professionnelles, donc UNAFO, FAPIL et Solia, qui a été créé en juin 2011. On a voulu créer ce qu'on appelle cette maison commune, puisqu'on partage un certain nombre de valeurs, de principes et de dispositifs et d'actions dans le cadre donc, de ce terme un peu valise qui est le logement d'insertion. D'autres collègues pouvaient dire logement accompagné, le tiers secteur également. L'ordre de grandeur de notre regroupement, c'est plus de 275 associations, aux alentours de 170 000 logements gérés. Ce qui n'est pas anodin, et je ferai juste là un tout petit calcul sur un coin de table pour vous donner l'ordre de grandeur et en tout cas l'importance du logement d'insertion. C'est qu'en France, il y a à peu près 5 100 000 logements sociaux. Les derniers chiffres montrent qu'il y a une taux de rotation aux alentours de 9%. Il y a un peu plus de 70 000 ou 75 000 logements créés, ce qui fait qu'en gros, et pour le calcul que j'ai fait que cet après-midi, l'entrée dans le parc social à l'heure actuelle, c'est aux alentours de 540 000 entrées, 540 000 ménages. Les acteurs du logement d'insertion, avec leurs 170 000 logements, mais un taux de rotation qui est 3 à 4 fois supérieur pour un volume qui est de l'ordre peut-être de 3% du nombre de logements sociaux, font plus de 10% des attributions en réalité d'entrée dans le parc public. D'une part, et d'autre part, si on regarde pas simplement les attributions, mais les logements accessibles, on est probablement largement au-delà de ça. Donc, il y a quand même un enjeu à pouvoir utiliser au mieux nos capacités d'insertion pour les personnes sans domicile et les personnes en difficulté de logement.
Et le fait qu'elle soit un calcul qui soit fait sur un coin de table qui est, enfin, le retenez pas et l'affichez pas, j'en ferai pas un communiqué de presse, mais que le calcul soit fait sur un coin de table montre quand même que cette importance-là est relativement méconnue, ou en tout cas pas autant affinée d'un point de vue scientifique qu'on apprécierait. Voilà, donc ça c'était sur un peu notre enjeu. Sur cette recherche-action, donc on est commanditaire avec ce partenariat donc, de la DGCS. La définition des logements d'insertion, puisque cette recherche-action, c'est le SIAO, ça, on sait à peu près ce que c'est. Le logement d'insertion, pour nous, va impliquer évidemment les résidences sociales, et notamment les foyers de travailleurs migrants, les logements jeunes, en tout cas un certain nombre de structures qui ex-FJT par exemple, qui ont été transformés en résidences sociales, également des pensions de famille, des résidences accueil, les logements en intermédiation locative avec les différents types qu'a évoqué Camille, c'est-à-dire les logements en location sous location, et on pense à Solibail en Ile-de-France, ou en mandat de gestion, mais également les résidences hôtelières à vocation sociale et les hôtels sociaux. À la fois, en tout cas pour nous du côté de la gestion, évidemment, mais également de la production, puisque nos associations produisent du logement au titre de ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage d'insertion. Du côté des constats et enjeux, je vais être assez basique et enfoncer des portes ouvertes, mais des choses qu'en plus que vous avez déjà dit. En premier lieu, le premier constat, c'est le SIAO est incontournable pour nos associations. Vous l'avez évoqué, Emmanuel, c'est la pierre angulaire désormais du secteur AHI auquel on participe. Deuxième constat, c'est que les SIAO sont très hétérogènes dans leur pratique, dans leur intégration au secteur. Il faut se rappeler que le I de SIAO, c'est services intégrés d'accueil et d'orientation, et surtout sur l'intégration des dispositifs de logement d'insertion et tous les types de dispositifs que j'ai évoqués. Troisième constat, là aussi Camille l'a dit, nos associations travaillent déjà depuis longtemps avec les SIAO, certains en sont même porteurs, et on souhaite, au titre des ALI, prendre toute notre place dans pas simplement le SIAO, puisque c'est avec le bras armé, mais plutôt le logement d'abord, en sachant que si des dispositifs, et je pense particulièrement aux pensions de famille, sont parfaitement intégrés au plan quinquennal de développement du logement d'abord, à la stratégie nationale du logement d'abord, certains dispositifs comme les résidences sociales avaient été un peu oubliés, ont été remis sur le devant de la scène récemment, et notamment la DIAL a lancé des groupes de travail sur les résidences sociales de demain. Il y a là-dessus un enjeu à ne pas louper. À ne pas louper, passe encore une fois sur la question du volume, mais également sur le fait que le logement d'insertion, c'est du logement avec un certain nombre de contraintes, des contraintes réglementaires. Je pense au simple fait que l'accueil n'est pas inconditionnel dans nos structures. C'est également des possibilités, évidemment, je parlais de ce taux de rotation, des possibilités en termes d'accueil, en termes d'accompagnement, et des réponses qui ne sont pas celles de l'hébergement, et qui, alors que les SIAO sont très souvent venus du monde de l'hébergement, pas tout le temps, mais assez souvent. Les points qu'on souhaitait mettre en avant de parler d'un certain nombre de constats politiques que l'on a au titre des ALI, il y avait des choses qu'on souhaitait mettre en avant, qui est d'une part la question de l'observation sociale. Cette question d'observation sociale, elle mérite d'être définie, que ça ne soit pas simplement l'observation sociale des situations, mais également l'observation sociale de notre parc, des besoins et des réponses, et également des mécanismes qui font qu'on arrive ou on n'arrive pas à faire entrer quelqu'un dans notre parc et le soutenir au mieux pour pouvoir lui faire accéder d'autres solutions. Je fais une toute petite digression là. A été dit que le parc de logement d'insertion est temporaire. Ce n'est pas le cas certainement pour tous. Les pensions de famille, par exemple, n'ont pas vocation à être du logement temporaire. L'intermédiation locative en mandat de gestion non plus. Et si les résidences sociales ont probablement une vocation d'accueil temporaire, si vous connaissez quelques résidences sociales ou quelques foyers de travailleurs migrants, vous voyez que la temporalité peut être très différente selon les structures. Je ferme ma digression. Un autre point, avant d'aborder les enjeux politiques en tout cas, c'est la question du positionnement du SIAO.
encore une fois, il y a une sorte de gradient entre hébergement, et notamment hébergement d'urgence, et pression de l'urgence, et également la question de l'accès au logement. Donc, le fait d'avoir du personnel formé dans les SIAO pouvant faire le lien entre les contraintes du logement d'insertion ou du logement tout court et les travailleurs sociaux est essentiel. Et le lien également, tant qu'à parler de ce positionnement un peu particulier et parfois difficile à tenir, c'est le lien avec les collectivités locales. On travaille de notre côté très régulièrement avec les collectivités locales. A été évoquée l'intermédiation locative financée par les conseils départementaux. Là-dessus, il y a un enjeu à ne pas louper, d'autant plus en ce moment où va être discutée dans peu de temps la loi 4D avec des délégations de compétences parfois assez importantes, potentielles en tout cas, qui peuvent être désormais introduites dans la loi. Le dernier point, c'est la question du public. Et on est très d'accord sur ce sujet-là. Le public SIAO, je mets d'énormes guillemets parce que je déteste ce terme, mais je ne suis pas le seul au sein des SALI. Je crois qu'on est assez unanime sur ce point. Il n'y a pas de public du SIAO. Il y a un public sans domicile fixe peut-être. Il y a un public sans abri probablement. Maintenant, est-ce que les différentes personnes qui composent son public sont identiques? Pas obligatoirement. Emmaüs, en milieu de l'année dernière, avait fait une superbe campagne qui montrait que 30% des sans-abri travaillaient. Donc, il y a vraiment à ne pas considérer les publics à la rue ou sans-abri comme un public uniforme avec les mêmes caractéristiques sociales parce que ce n'est pas vrai, d'une part, et d'autre part, ça nous empêcherait de trouver des solutions différentes pour des personnes différentes, avec des besoins, évidemment, en termes d'accompagnement et en termes de soutien sur divers axes, les divers axes de l'insertion qui peuvent être différents. Si j'ai encore 4 minutes pour évoquer les premiers enjeux pour nous des alliés qui nous sont tirés de cette recherche-action, c'est d'une part un besoin nécessaire d'interconnaissance entre les SIAO et les associations, au vu de la diversité de l'offre, au vu de la diversité des contraintes, notamment, encore une fois, je le répète, réglementaires, d'arriver à partager au mieux la question des priorités, et des priorisations des publics, peut-être en fonction de leurs caractéristiques sociales, mais très probablement aussi en fonction de l'endroit où ils sont, et de partager cela également du côté des collectivités, avec notamment les conférences intercommunales du logement. Il y a encore une fois la question de l'observation sociale. Le deuxième sujet qu'on avait, c'était d'arriver à dire que les SIAO ont besoin de moyens, ont besoin de compétences particulières en matière de gestion de la demande et gestion de l'offre en ce qui concerne l'accès au logement. Il est prévu dans le cadre de la loi de finances 150 postes supplémentaires pour les SIAO au titre de l'accès au logement. On souhaite vraiment que ces 150 postes soient fléchés et orientés à cette destination-là et pas autre chose. Peut-être qu'on est un peu paranoïaque et on s'imagine qu'il peut y avoir des errements dans l'attribution de ces postes, mais on souhaite vraiment que ça puisse soutenir les SIAO dans ce travail-là avec nos associations et nos structures. Ce qui permettrait aussi peut-être de renforcer les SIAO comme lieu ressources pour les travailleurs sociaux notamment, pour aussi, après tout, nos associations, ce qui leur permet de pouvoir œuvrer encore plus, Camille a évoqué, sur la question de la sortie, avec deux volets, j'allais dire la sortie positive vers le logement et le constat parfois d'échec dans nos structures qui permettrait des réorientations et qui permettent d'éviter, par exemple, des expulsions ou des grandes difficultés, de mettre les gens en difficulté dans nos structures. Deux autres points. Un point sur la gouvernance des SIAO. Elle est à l'heure actuelle diverse. On ne se prononce pas sur le type de gouvernance entre associations, GCSMS ou GIP. En revanche, ce qu'on souhaite, c'est que dans les instances des SIAO puissent participer, d'une part, les acteurs évidemment du logement, et pourquoi pas d'ailleurs aussi les bailleurs HLM, mais qu'il y ait évidemment une représentation aussi des personnes à juste place et de manière posée et réfléchie, et également des collectivités. Dernier point qui est un peu impassable et qui, j'allais dire, est la première
parfois porte d'entrée en ce qui concerne la compréhension ou en tout cas le contact avec un SIAO, c'est l'outil, et notamment l'outil SI-SIAO, qui a ses bons et mauvais côtés et ses difficultés, en tout cas qui, à coup sûr, ne prend pas suffisamment en compte le logement d'insertion et pour lequel on souhaiterait également que nos structures puissent être prescripteurs. Sachant que sur cet outil, je ne vais pas taper dessus parce que je pense qu'il n'en a pas besoin, mais clairement, on a besoin d'un outil qui a plusieurs caractéristiques et on sait que c'est difficile à avoir. On a besoin d'un outil qui soit à la fois robuste, à la fois souple, facile d'utilisation, qui soit granulaire et qui soit stable. Pour l'instant, en tout cas, au vu de la dernière mise à jour ou des errements sur la dernière mise à jour, on s'aperçoit qu'il n'était pas trop stable et que ça crée des difficultés sur le terrain pour les collègues qui gèrent parfois des structures à plusieurs centaines de logements. Donc, l'amélioration là-dessus de cet outil auquel on est parfaitement prêt à participer, évidemment, est une des choses que l'on souhaite. Je crois avoir à peu près fini les sujets. Merci beaucoup, Kamel, et merci pour le teasing pour la table ronde de demain, ce qui portera sur la gouvernance des SIAO. Donc, on pourra évidemment parler à ce moment-là de GCSMS, de GIP ou de groupements associatifs. Je précise également que donc, la FAS ne fait pas partie des amis, mais qu'on partage le sujet sur le public SIAO avec les gros guillemets qu'il faut y mettre, évidemment. Henri Hennequin, je le disais tout à l'heure, vous êtes donc directeur du SIAO du Bas-Rhin. Ma première question, ce serait finalement, quel est le constat que vous portez au sein de votre SIAO sur les orientations que vous pouvez faire ou pas vers les dispositifs de logement accompagné, et puis peut-être compléter par finalement quelles seraient les difficultés que vous pouvez repérer dans ces orientations et quels leviers peut-être on pourrait imaginer pour lever ces difficultés. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Peut-être un mot pour présenter le SIAO du Bas-Rhin à Strasbourg, pour rebondir sur ce que disait Kamel et m'inscrire un peu dans la présentation de Camille Toldre. Nous, on est un SIAO pur, 100% SIAO, et notre gouvernance est composée des acteurs de l'hébergement, de la veille sociale, mais aussi du logement d'insertion ou accompagné. Et on a l'État et les collectivités dans nombre de droits. Donc, on a une gouvernance qui, au titre du futur service public de la rue au logement, est presque conforme aux attendus. Et on n'a pas ces biais que pourraient avoir certains de nos homologues en étant très rattachés, qui a un CHRS, qui a d'autres dispositifs. Mon propos va plutôt être un témoignage et en regard, je pense, à la présentation de Camille Toldre tout à l'heure. Dans notre quotidien, dans notre activité, le logement accompagné, le logement d'insertion, je ne sais pas encore très bien lequel des deux mots choisir, mais effectivement, c'est un sujet. Prend une importance absolument grandissante dans nos pratiques. Évidemment, dans le cadre du plan quinquennal pour la mise en œuvre du logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme, et de fait, parce que c'est là que se créent des places en ce moment, notamment en pension de famille et en intermédiation locative. Pour témoigner de la situation que nous rencontre dans le Bas-Rhin, un élément de contexte important. On est une métropole à Strasbourg, en tout cas pour la partie métropolitaine du territoire, qui est très dynamique, avec une démographie assez galopante. Et donc, on est sur un territoire qui est très, très tendu en disponibilité de logement, et notamment en disponibilité de logements de petite taille, que ce soit dans le parc privé comme dans le parc public. Et l'autre limite rencontre, elle est liée au modèle économique des acteurs du logement d'insertion qui, de notre point de vue et par rapport au public, par diversité bien sûr, mais qui ont des moyens d'accompagnement relativement réduits par la diversité des besoins qu'on rencontre dans l'idée de faire de l'accès direct au logement d'insertion. Donc pour le dire autrement, on a sur le territoire un modèle avec le logement d'insertion qui marche très bien pour les familles,
parce que les logements sont de plus grande taille et donc moins chers au mètre carré, et que lorsqu'il s'agit de suivre un ménage avec plusieurs enfants, les acteurs du logement d'insertion étant souvent, en tout cas, rémunérés à la place et nous au logement, ont un modèle économique beaucoup plus tenable pour accompagner les personnes et les ménages. Pour les personnes isolées dont les revenus sont les seuls minima sociaux, souvent, par contre, la rareté, la cherté des logements de petite taille sont un problème absolument structurel, y compris dans l'habitat partagé de type pension de famille, où on constate de la part des acteurs, nous, des pratiques tarifaires en termes de loyer, qui, pour des gens qui sont aux minima sociaux, ne laissent un reste à vivre qui ne permet pas à personne un modèle économique. L'enjeu, ça c'est vraiment un enjeu, besoin de production de logements de petite taille. Et l'autre enjeu structurel, c'est comment est-ce qu'on fait en intensité l'accompagnement social, comment est-ce qu'on l'adapte aux besoins des personnes dans la durée. Les leviers que nous, on a identifiés à ce stade, et là, je vais reprendre un peu la notion de recensement des places. Dans le Bas-Rhin, on recense 100% des places de pension de famille, maison relais. On recense 100% des places de résidence accueil. On ne doit vraiment pas être loin des 100% de places d'intermédiation locative financées par les services de l'État. Là où le bas blesse, c'est sur le recensement des places en résidence sociale. Où à de rares acteurs, petits acteurs locaux près, on en recense dans nos systèmes d'information aucune. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas orienter sur un certain nombre de places, mais on est confronté sur le recensement à la présence d'un acteur majeur du domaine qui est sur la plupart des territoires et qui a une position nationale, qui s'appelle Adoma, et où là, on est confronté à comment est-ce qu'on oriente. C'est-à-dire que on se retrouve pour orienter sur les résidences sociales d'Adoma, qui sont le plus gros acteur sur notre territoire, confrontés à la nécessité de saisir des demandes dans le système d'information Adoma, donc on les retranscrit, et à l'entrée dans le système d'information Adoma, nous sommes comme un autre, le SIAO est mis entre guillemets sur le même rang que les travailleurs sociaux qui, comme le disait très bien Camille Todre tout à l'heure, et à juste titre on peut les comprendre, mettent plusieurs fers au feu. Une demande de logement à CHLM, une demande de logement en résidence sociale chez ADOA et une demande SI-SIAO, et ils multiplient ainsi les chances du ménage d'accéder à une solution. Pour autant, voilà, les enjeux en termes d'observation sociale, on y revient, sont énormes, puisque si on cumule les bases de données des uns et des autres, on va comptabiliser 3 fois la même personne. Et puis, il y a un enjeu de coordination, évidemment, des parcours, de gestion des listes d'attente de part et d'autre, qui pourraient être très clairement améliorés. Je ne reviens pas non plus sur ce que ça engendre en termes de temps de travail, tout simplement, de faire porter au SIAO cette double saisie. L'autre levier qu'on identifie, il est sur la mobilisation de mesures d'accompagnement. On est assez peu confrontés, nous, dans le territoire, à des contre-indications de cumul de mesures. Pour autant, quand bien même on est un territoire de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, la notion de plateforme ou de pot commun des mesures d'accompagnement FNAVDL et ASLL est encore loin d'être mise en œuvre. Et elles ne sont pas à la main du SIAO. On est à ce stade, nous, à l'embryon d'une expérimentation de délégation d'une petite partie des mesures à la main du SIAO pour qu'on puisse vraiment mettre en œuvre de l'accompagnement verré dans le logement. Et on est aussi confronté à une
bizarreries territoriales dans le département où je pense qu'une lisibilité institutionnelle, le FNAVDL s'arrête avant l'entrée dans le logement et les mesures des SLL commencent après l'entrée dans le logement. Donc, on est loin de la mise en œuvre des principes du logement d'abord, avec une continuité de l'accompagnement en amont et en aval de l'entrée dans le logement. Donc, on a un certain nombre de verrous institutionnels à faire sauter d'une part pour instaurer plus de continuité de l'accompagnement autour de l'entrée dans le logement. Et puis, on réclame, entre guillemets, le financement de plus de afin de pouvoir soutenir les acteurs du logement d'insertion, afin de pouvoir aussi leur orienter des personnes qui auraient des problématiques sociales un peu plus lourdes, afin qu'ils puissent, l'accompagnement social dans le logement puisse se faire au-delà des financements parfois un peu minimalistes dont ils bénéficient. Donc, pour conclure mon illustration sur ce sujet-là, on est confronté à un besoin de logement de petite taille à des tarifs accessibles et on a un besoin de mobiliser ou de rationaliser en tout cas le financement des mesures d'accompagnement afin de pouvoir mobiliser le logement d'insertion et d'y orienter toute la diversité de public qui est le nôtre. Merci. Merci Henri. On a eu quelques soucis de son, mais je pense qu'on a compris l'essentiel de ce que vous voulez nous porter. Peut-être deux questions avant d'échanger aussi avec les personnes contributrices en réaction aux trois interventions. Ma première, ça serait, finalement, on a beaucoup parlé d'interconnaissance entre SIAO et acteurs du logement accompagné ou adapté ou insertion. Ça dépend de ce qu'on met derrière. On a également parlé de partager les critères d'orientation ou de priorisation, mais comment on fait concrètement pour ça? La question, c'est ça, est-ce qu'on a besoin de moyens supplémentaires ou est-ce que c'est un pilote finalement? Donc, auquel cas, ce serait peut-être l'État en tant que service déconcentré qui pourrait favoriser cela. Donc, c'est ma première question. Et puis, peut-être également une remarque sur les résidences sociales, mais je laisserai, je pense, Pierre-Marc Navalès aborder le sujet, mais je suis d'accord avec le fait que, quand Kamel, vous dites que maintenant les résidences sociales sont intégrées au plan logement d'abord, n'empêche qu'effectivement, il y a eu un groupe de travail sur les résidences sociales de demain, mais aujourd'hui, il n'y a pas quand même de production qui est engagée, et en tout cas, il n'y a pas d'objectif de production. Donc, on sent quand même une action assez timorée sur le sujet, alors que pour autant, on peut se dire que ça peut correspondre, comme vous l'avez dit, à une offre de petits logements qui pourrait permettre quand même l'accès au logement des personnes, notamment des personnes isolées. Je ne sais pas qui veut répondre sur la première question. Peut-être, l'idée c'était de voir quel pilotage on peut avoir et comment on peut favoriser les interconnaissances. Il ne suffit pas de les décréter, il faut aussi du coup le faire et comment on peut partager un peu les orientations et les priorités. Et puis, le deuxième temps, mais là, je pense que Pierre-Marc pourra répondre sur le sujet des résidences sociales. Peut-être Kamel, si tu veux répondre sur la première question. Juste sur les résidences, je disais que ça commençait. Hein. Le compte-rendu fera foi. Je n'ai pas dit que c'était le début, que ça marchait très très bien. Bien qu'il y a, et pour l'avoir vu de mes propres mains, j'allais dire, et c'est une boutade, il y a des territoires sur lesquels l'intégration des résidences sociales fonctionne très très bien. Mais sur la question de l'interconnaissance, je crois qu'il y a quand même c'est pas trois moyens, mais il y a trois prérequis. Il y a d'une part d'avoir un objet commun, et y compris des outils communs, des outils de travail. Et en l'occurrence, la recherche-action a permis de faire que les collègues sur les trois territoires travaillent sur des outils communs, des guides permettant de connaître les structures et de voir les structures de manière très, très précise. Et donc, ça fait que les gens se retrouvent autour de la table et échangent. Le deuxième point, c'est l'envie. Donc, ça tombe bien, ils en avaient tous envie, parce que quand il y a des enjeux, d'une part, des besoins de personnes, et puis d'autre part, notre envie, en tout cas politique, et puis même de nos associations, de pouvoir œuvrer dans ce domaine-là. Le troisième chose, c'est d'arriver à avoir une sorte de confiance. C'est-à-dire qu'on a évoqué la question des refus. Il n'y a pas un bailleur qui refuse une personne
comment dire, ni aisément, ni avec joie. Le questionnement, c'est est-on en capacité de pouvoir accompagner au mieux les personnes. Donc, à partir du moment où on a compris les contraintes des uns et des autres, la pression et la tension aussi qui s'établit sur l'hébergement et le sans-abrisme et les personnes sans domicile, et qu'on sait que le SIAO, c'est un lieu avant tout de tension, à ce moment-là, ça nous permet de pouvoir se faire un peu confiance, de comprendre les contraintes des uns et des autres, parfois très honnêtement de s'engueuler aussi, mais au moins d'être en capacité de pouvoir avancer et de pouvoir comment dire, travailler ensemble. Donc vraiment, c'est cette question-là d'envie, la question de la confiance, la question des outils. Là, on l'a eu dans le cadre de cette recherche-action et des choses très pratiques, enfin de la partie action de la recherche. Et ça, voilà, ça permet de pouvoir mieux travailler ensemble. Sur les résidents, je laisse Pierre-Marc nous en parler mieux que moi. Bien, merci de me donner la parole. Peut-être avant de parler des résidences sociales directement, puisque M. Hennequin a évoqué la question d'Adoma et de la saisie sur le SI-SIAO, je pense qu'il faut vraiment comprendre les raisons. Donc, Adoma est un adhérent de l'UNAFO, il gère 70 000 logements. Est-ce que la question est, est-ce que c'est à Adoma, qui n'est pas financé pour, de saisir dans le SI-SIAO l'ensemble des éléments? Toute la question, elle est là. La gestion, effectivement, de ce type de dispositif fonctionne essentiellement sur la redevance. On pourrait poser la question peut-être différemment. Est-ce que c'est aux personnes qui sont logées de payer d'une certaine manière pour que l'opérateur fasse des saisies sur le SI-SIAO? Donc, les seuls financements dédiés véritablement des résidences sociales, c'est la GLS qui est distribuée de façon totalement inégalitaire selon les territoires. Alors, effectivement, il y avait 26 millions d'euros qui étaient fléchés, alors que nous, on a estimé à plus de 30 millions d'euros l'éligibilité de l'ensemble des dispositifs. Il y a de l'ensemble des résidences sociales. C'est fait de façon complètement inégalitaire et rapporté au nombre de personnes logées. On avait calculé il y a quelques années que ça représentait même pas 60 centimes par jour. Donc, à partir de là, il faut comprendre encore une fois la position de ce gros acteur, qui est un acteur négligeable et non négligeable, et qui de fait, effectivement, dit nous n'en avons pas les moyens. Voilà. Donc, je souhaite quand même qu'on remette les choses au clair. On n'est pas dans un dispositif de dotation globale où effectivement cette saisie doit être faite. Et la question pourrait être renvoyée à l'État en disant, est-ce que l'État essaie de développer des interfaces entre les résidences sociales et le SIAO? En l'État, il y a eu des échanges il y a quelques années qui se sont totalement arrêtés et qui n'ont jamais été repris. C'est sans doute un travail à reprendre. Donc, voilà, je souhaitais quand même remettre les choses au clair et qu'il n'y ait pas de faux procès par rapport à quelque opérateur, quand bien même il s'agit d'une société d'économie mixte d'État, mais qui elle-même affirme haut et fort à l'État, qui est un de ses, qui est dans son conseil d'administration, ce type d'aspect. Alors effectivement. Excusez-moi, je vous interromps juste pour droit de suite. Adoma est membre du SIAO 67, on travaille très bien avec eux et on comprend très bien les contraintes. Pour autant, on m'a demandé d'exposer les difficultés auxquelles nous, on était confrontés comme SIAO, ça en fait partie de façon non négligeable. Donc ça c'était le premier aspect. Après, effectivement, je pense qu'un des points essentiels un des points pour nous majeurs de la recherche-action, ça a été de montrer que, de mettre en avant le fait que les résidences sociales, parmi les différents dispositifs effectivement du logement d'insertion, sont depuis quelques années un peu l'angle mort des politiques publiques, alors qu'elles représentent un nombre de logements tout à fait considérable. Kamel l'a fortement souligné. C'est vrai que si on ajoute le fait qu'on a une très grande majorité de petits logements, de petites typologies sur lesquelles il y a quand même une très forte part de besoins, de logements qui sont financés en PLAI, à des faibles niveaux, à des niveaux de redevance qui sont... Alors là aussi, je n'ai pas très bien compris, parce que le son n'était pas toujours très bon, M. Hennequin, sur les questions de redevance, y compris dans les pensions de famille. A priori, le montant des redevances correspond à des plafonds réglementaires qui sont bien cadrés, bien définis, et l'État, effectivement, a mis en place depuis quelques années maintenant du PLAI adapté permettant des meilleurs financements. Mais ça, c'est un autre aspect. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les résidences sociales
offrent une part tout à fait considérable, effectivement, de petites typologies financées en PLAI, donc à des faibles niveaux, mieux solvabilisées par de la PL locative, et sur lesquelles il y a une rotation importante. Donc c'est vrai que, comme le disait Kamel, on devrait être un des acteurs majeurs. Nous avions effectivement eu des rencontres avec notamment la communauté, la métropole de Strasbourg, j'ai oublié son nom exact. Il n'y avait rien, sur les premiers, lors du premier appel à manifestation d'intérêt sur les questions du logement d'abord, il n'y avait rien dans toute une série de réponses de ces territoires, rien sur Strasbourg, rien sur Lyon, alors que le nombre de résidences sociales, d'une certaine manière, l'État se privait, l'État et les partenaires locaux se privaient totalement d'un outil qui est un outil majeur. Donc c'est vrai que la recherche-action a mis ce point-là, et à partir du moment, ce que l'on souhaite évidemment, ce pourquoi on plaide, on remettra la résidence sociale au cœur effectivement des dispositifs, à n'en pas manquer, effectivement, ça va renforcer encore les liens avec les SIAO et notamment les résidences sociales. Voilà, c'était le point sur lequel moi je souhaitais absolument insister. Merci Pierre-Marc. Je vois que Myriam Pénichon veut prendre la parole. Myriam. Oui. Oui, bonjour. Oui, j'avais une question, en fait, voilà, c'était courte. Je voulais savoir quelle était la place, en fait, des villages relais ou des villages d'insertion dans les différents, voilà, la différentes listes des dispositifs présentés. On n'a pas beaucoup parlé, mais j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations là-dessus. Je ne sais pas qui peut me répondre. Qui souhaite répondre, du coup, à Myriam Pénichon? Alors, on en a relativement peu, voire quasiment pas. En tout cas, en métropole, il me semble plus qu'il y en ait. Je sais qu'on travaille notamment à Mayotte sur la recréation quasiment d'un mini-quartier avec 40 logements sur une ancienne colline, non, pas une ancienne colline, c'est une colline tout court, mais en tout cas, il faut espérer dans quelques mois ou quelques années, va devenir un ancien bidonville. Mais en tout cas, à ma connaissance, il y a relativement peu d'expérience. Il y a un certain nombre d'associations qui peuvent travailler sur de l'habitat modulaire, sur du foncier abandonné, mais on est beaucoup moins sur ce type de choses. Dans une autre vie professionnelle, j'en ai entendu parler, mais il y a plus de 10 ans. Donc, à part si quelqu'un dans les spectateurs ont connaissance de ce type d'expérience, mais je ne crois pas qu'en métropole, en tout cas, on travaille sur ces choses-là. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas se réfléchir, mais je crois qu'il faut que ça se réfléchisse. Et en tout cas, sur l'expérience qu'on va mener, enfin, que Solia va mener en tout cas à Mayotte, on pense que c'est plutôt une bonne idée en matière d'éradication de ce bidonville. Je vous remercie. Effectivement, c'est un dispositif assez récent à Mayotte, mais avec un décalage du coup par rapport à la métropole. Merci en tout cas. Merci. François, est-ce que tu as repéré des questions parmi les personnes spectatrices? Alors, oui, il y a plusieurs interventions. Alors, plus des constats d'ailleurs à certains niveaux. Alors, on va peut-être en rassembler plusieurs. Un premier constat qui était autour des logements d'insertion. Quand on parle de logement insertion, logement accompagné, un petit débat sémantique, notamment en lien avec la politique du logement d'abord, alors que j'interpréterais moi sur le fait de développer le logement d'insertion dans le cadre de la politique du logement d'abord. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une marche supplémentaire au niveau de l'escalier par rapport au logement de droit commun? J'interprète comme ça, une intervention dans ce sens-là. Je ne sais pas qui est-ce qui peut réagir par rapport à ce niveau-là. Par rapport aux ambitions initiales, effectivement, on était plutôt sur droit commun, de se dire, là, avec le logement insertion qui se développe, IMF, pension de famille, on sait bien que ça répond à des situations, mais on n'est pas forcément dans les ambitions initiales logement d'abord. Est-ce que Camille ou Kamel voulaient répondre à cette question? Moi, j'aimerais bien y répondre parce qu'il y a des éléments intéressants dans la question, évidemment. Il y a un élément intéressant, c'est n'est-on pas en train de créer une marge supplémentaire? On ne crée rien. On construit un tout petit peu et
et quelques résidences par-ci par-là. On essaie de se développer sur l'intermédiation locative. On essaye de suivre les engagements et les objectifs du plan quinquennal en matière de pension de famille, mais on est en train de parler d'un stock de 170 000 logements. Donc à un moment, en ce qui concerne cette question, d'ailleurs, j'ai évoqué le fait que tous les logements ne sont pas temporaires. Le questionnement qu'on a, c'est est-ce qu'on abandonne 10% des places, enfin des possibilités offertes par le parc social, en se disant c'est pas pour nous, c'est pas ce qu'il faudrait. Donc ça, c'est un vrai truc très pragmatique. La deuxième chose, c'est que, et sur cette question de marge supplémentaire, enfin, je suis le premier à dire que le logement d'abord, c'est l'accès le plus direct possible à des formes de logement, c'est est-ce que dans certains cas, pas tous, certainement pas, dans certains cas, c'est un accélérateur ou non d'accès au logement. Est-ce qu'on doit se dire, a été évoqué là dans le chat, la question des personnes sans abri? Est-ce que pour des personnes sans abri, si on dit on a une solution en résidence sociale dans la semaine, et vous sortez de la rue dans la semaine, et on arrive à ensuite vous accompagner pendant 2 ans, est-ce que c'est mieux ou moins bien pour cette personne-là que se dire on va faire une demande de logement social, ça va prendre un certain temps, vous serez priorisé, mais je ne peux pas vous dire si vous atteindrez le logement social pérenne classique dans 3 mois, 6 mois ou 1 an. C'est une vraie question et qui n'est pas une question doctrinale. C'est une question qui se pose à des travailleurs sociaux et qui se pose au SIAO à chaque fois. Donc, sur ce sujet-là, moi, je suis assez pragmatique. Si la situation permet l'accès à une forme de logement d'insertion qui est un accélérateur, c'est une bonne chose. Si c'est une voie de garage, évidemment, non. Ce n'est pas le but. Moi, je rejoins complètement le pragmatisme de Kamel là-dessus, avec voilà, le côté immédiateté d'une part, le côté mise en position réelle de locataire, qui est quand même particulièrement intéressante à souligner. Et pour une des familles du logement insertion, l'enjeu d'avoir de la possibilité de baux glissants, qui est, je trouve, vraiment une forme aussi très pragmatique d'accès au logement et qui est une bonne façon de sécuriser et de rassurer l'ensemble des parties le temps qu'une situation soit stabilisée dans le logement. Je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Si je peux compléter, effectivement, je pense qu'un des points essentiels, et on le voit très bien pour une partie, je rejoins évidemment intégralement Kamel sur ces aspects-là, pour une partie des populations que nous sommes appelés à loger, il y a cette notion effectivement de mobilisation excessivement rapide des logements et du caractère préhabité. L'essentiel de l'offre, pas la totalité quand même, est une offre meublée et dont, même dans des pensions de famille, aujourd'hui on voit qu'il y a des pensions de famille qui offrent des logements non meublés, mais en fait ils ont toujours un stock de meubles pour que lorsque la personne arrive, elle puisse dans un premier temps effectivement avoir les meubles nécessaires et on laisse au fil du temps, les personnes remeubler leur logement à leur propre goût. Bon, sur les résidences sociales, effectivement, dans cette logique de logement temporaire, en général, les logements sont beaucoup plus meublés. Mais en tous les cas, il y a bien cette mobilisation qui est excessivement rapide, qu'on n'a pas dans le logement social, qui est souvent accessible. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Tout le système, effectivement, d'accès au logement social est un système relativement long, sauf évidemment dans des territoires détendus. Donc ce point-là, à mon avis, fait que, et notamment pour certains types de publics, j'insiste, les réfugiés, par exemple, qui n'ont pas qui ont des situations qui peuvent, au départ, être instables dans leur accès aux droits, il y a une partie assez significative, notamment des réfugiés isolés, qui sont relogés à l'issue de leur passage en ECADA dans des résidences sociales. François, peut-être avant une nouvelle question du public, j'aurais une question pour éventuellement Justine Gineste ou Fanny Morel, ou les deux, si elles sont d'accord, sur l'intermédiation locative, puisqu'on a quand même beaucoup parlé évidemment des résidences sociales, mais finalement assez peu de l'intermédiation locative. Peut-être deux choses, à la fois le lien entre les SIAO et l'intermédiation locative côté location ou sous-location, mais aussi en mandat de gestion, parce qu'on perçoit bien, notamment, c'est ce que les adhérents remontent, la difficulté d'orienter, en tout cas pour les SIAO, vers l'IML en mandat de gestion.
Et également, pour les acteurs du mandat de gestion, la difficulté aussi voilà, d'avoir des orientations qui correspondent à ce dispositif-là. Et puis, peut-être avoir votre avis également, voilà, peut-être plutôt Justine en l'occurrence, sur le référentiel partagé dans le dispositif Solibail, donc l'intermédiation locative en Île-de-France, où on a un référentiel qui permet de mettre autour de la table les différents acteurs, que ce soit l'État, les CAO et les associations qui gèrent du Solibail. Alors, évidemment, tout n'est pas parfait dans ce référentiel-là, n'empêche que ça permet de répondre quand même à l'objectif décrit par ailleurs par Camille Toll, à savoir se mettre d'accord sur les priorités, sur les publics accueillis et sur les dispositifs. Je ne sais pas si Justine ou Madame Morel voulaient intervenir. Ben oui, je peux intervenir déjà sur le lien récent entre les SIAO et les acteurs de l'intermédiation locative. Ce lien, il est récent, effectivement, dans beaucoup de territoires, mais pas dans tous, comme l'indiquait Kamel en début de séance. En fait, c'est vrai que, notamment pour l'intermédiation locative, nos partenaires historiques, notamment sur l'orientation des personnes en situation de mal logement, c'est plutôt les collectivités et notamment les conseils départementaux qui ont été longtemps les premiers financeurs de cette activité. Donc, de fait, c'est une action qui est plutôt récente et notamment en mandat de gestion, puisque c'est notamment la circulaire de juin 2018 qui était relative à la relance de l'intermédiation locative dans le cadre du plan de logement d'abord qui a bien recadrer cette action d'orientation des SIAO vers l'ensemble de l'IML dans le mandat de gestion. Et donc, de fait, on s'aperçoit qu'il y a des procédures très hétérogènes d'un territoire à l'autre, que ce soit en termes d'inscription des logements dans le SIAO en tant que gestionnaire, mais aussi en tant que prescripteur de certains dossiers, comme l'indiquait Kamel Seni plus tôt. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment encore de modèle bien cadré. On se cherche encore un petit peu, notamment sur le mandat de gestion. Après, sur ces questions de difficulté à orienter vers le mandat, je pense qu'il y a plusieurs enjeux en fait, à distinguer. Un enjeu qui sort souvent, c'est effectivement la question de l'adéquation entre l'orientation et l'offre. Et au sein de cet enjeu, en fait, il y a aussi plusieurs sous-enjeux. Moi, je vois déjà un premier enjeu qui est celui de pouvoir penser la captation à partir aussi des données qui sont issues de la remontée de l'observation sociale faite par les SIAO. Et je pense qu'il y a un vrai lien à renforcer sur ces questions d'observation sociale. Néanmoins, il faut avoir en tête que l'intermédiation locative, elle se fait principalement dans le parc privé et qu'elle dépend donc aussi d'une réalité du marché locatif. On n'est pas sur de la programmation de logement comme le parc HLM ou la production de résidences sociales ou la production en MOI. Néanmoins, et donc de fait, ça dépend aussi des dispositifs incitatifs qui sont mis en place sur un territoire pour pouvoir capter les logements à un coût, un loyer le plus accessible possible pour les personnes en situation de précarité. Il y a un enjeu pour moi de repérage aussi large des publics dans une optique d'orientation vers l'intermédiation locative. Alors, la FAPIL fait tous les ans une enquête auprès de son réseau et on s'aperçoit que très largement, alors contrairement à ce qu'on pense, les personnes en mandat de gestion, déjà, la grande majorité est bénéficiaire de minima sociaux et également était dans une situation où elle était sans domicile avant d'entrer dans un logement, notamment en mandat de gestion. On est à 71% de personnes sans domicile à l'entrée dans un logement en mandat au sein du réseau des AIS de la FAPIL. Alors bien sûr, vous allez me dire sans domicile, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en fait, on répond à des situations très larges. Il faut effectivement, si on tient compte uniquement des personnes à la rue ou des personnes en hébergement d'urgence, on est autour de 16% des entrées.
Par contre, par exemple, l'intermédiation locative est une solution assez importante pour les personnes, par exemple, qui sont hébergées chez des tiers. On est à peu près à 30% des situations à l'entrée dans les logements, les personnes étaient hébergées chez des tiers, et c'est souvent un angle mort des politiques publiques. Hein. On a tendance à souvent vouloir cibler les publics, et à force de cibler, on se retrouve souvent avec ce genre d'angle mort. Donc, de fait, je pense qu'il y a aussi des idées peut-être certains stéréotypes à rebattre en brèche en matière d'accès au logement, notamment sur le mandat de gestion, bien qu'on est conscient que dans les zones tendues, du fait des difficultés de captation à bas loyer, ces difficultés se reportent ensuite en matière d'orientation sur ces logements-là. Ensuite, je voyais un autre enjeu, c'était... Comme on l'indiquait, donc c'est vrai que nos associations ont plutôt l'habitude de travailler directement avec les collectivités, et avaient peut-être du coup pris l'habitude aussi de travailler en direct avec les travailleurs sociaux de secteur notamment. Et donc il y a aussi un enjeu de montrer finalement que le SIAO est peut-être une ressource, un lieu ressource aussi pour les travailleurs sociaux qui réalisent l'évaluation sociale, qui réalisent les orientations. Et pas seulement une étape en plus pour orienter vers nos dispositifs. Voilà, peut-être je laisserai Mme Morel compléter si elle le souhaite. A priori, non. Par contre, je vois une question sur la question du bail glissant. Je me permets d'y répondre aussi. Allez-y, allez-y. Effectivement, alors le bail glissant est une solution, mais sur lesquelles nous, on est quand même assez vigilants au sein de la fédération de la FAPI, mais je pense que mes collègues des deux autres fédérations vont me rejoindre, et sûrement la FAS aussi. Effectivement, en fait, rien n'oblige un propriétaire à faire glisser un bail. Dans la loi, rien ne l'oblige. Alors, dans le parc public, c'est un peu plus encadré. Il y a une évaluation qui est censée être faite tous les 6 mois, etc. Dans le parc privé, ce n'est pas le cas. Donc, nous, on a point de vigilance vis-à-vis de cette question du glissement de bail, et on aurait plutôt tendance à privilégier peut-être l'accès direct à un mandat de gestion si l'idée, c'est d'être directement sur un logement pérenne. Merci Justine, et on attend quand même beaucoup de l'expérimentation de Visal aussi pour le glissement de bail, qui pourrait quand même permettre en tout cas favoriser les glissements de baux dans le parc privé, tout en maintenant la garantie Visal. François, dans les quelques minutes qui nous restent, est-ce que tu as repéré d'autres questions à poser à nos invités? Je voudrais poser une question, si c'est possible aussi. Allez-y Vincent. Voilà. Peut-être par le chat, et puis ensuite Vincent. D'accord. Il y a quand même une question autour justement des publics qui peuvent accéder au logement d'insertion, sur les critères d'accès et de priorisation, où on dit que ça correspond à certains publics, mais on voit qu'il y a des constats quand même de sélectivité des publics, et de se dire si on est sur les publics SDF, en termes de critères d'accès et de priorisation, là-dessus, sur les circuits, comment on peut renforcer à travers le SIAO le lien avec les acteurs du logement d'insertion. Ça reste quand même la grosse préoccupation là, dans les interventions sur le chat. Alors, je ne sais pas si Vincent, c'était là-dessus que vous vouliez intervenir, mais bon. Entre autres, oui. Alors, je propose que Henri, peut-être, si vous voulez répondre avec votre expérience quotidienne, on va dire, sur les orientations et vos difficultés, j'imagine. Puis après, Vincent, je vous laisserai la parole. Je pense que si on se met vraiment dans une logique logement d'abord, où on découple d'une part la gestion de l'immobilier et d'autre part la gestion de l'accompagnement social, il y a deux réponses à apporter. Il y a d'une part l'enjeu du montant des loyers, et ce que Justine Ginès vient d'aborder dans les zones tendues pour les personnes isolées. C'est extrêmement compliqué d'avoir des loyers abordables. Donc là, il y a dans le parc privé notamment. L'autre enjeu, c'est celui de la modularité, de l'intensité de l'accompagnement social. Et aujourd'hui, dans ma compréhension des choses, sur l'ensemble des familles du logement d'insertion, du logement accompagné, on a un financement de l'accompagnement social qui est estimé
standard et qui est relativement peu intense et qui cible donc des publics pour lesquels il n'y a pas des besoins importants. C'est aujourd'hui un des freins majeurs que nous, on rencontre pour orienter vers ces dispositifs de logement d'insertion et de logement accompagné, c'est le modèle économique des opérateurs. Donc, là où je pense qu'il y a une vraie brèche, il y a vraiment quelque chose à faire au titre du logement d'abord, c'est de pouvoir greffer des mesures d'accompagnement social plus ou moins intenses et qui soient découplées du logement. Et aujourd'hui, je ne vais pas moi aussi tirer sur le système d'information SI-SIAO, puisque pas un homme à terre, mais pour autant, le système a prévu cette capacité à faire une double orientation. D'une part, d'orienter sur des mesures d'accompagnement, indistinctement de la gestion de place, et d'autre part, d'orienter sur des places. Et donc, nous, on est vraiment en ce moment en train de se mettre dans cette dynamique de double orientation, avec de l'accompagnement qui démarre en amont du logement et qui peut se poursuivre dans le logement, et d'autre part, la mobilisation de places en logement accompagné pour les personnes. Et je pense que c'est ça la réponse à l'accessibilité pour tous les publics au logement accompagné. Et si on arrive à mobiliser ça, alors on fera vraiment du logement d'abord. On aura des freins sur la capacité à accompagner les personnes, on n'y arrivera pas. Merci Henri. Vincent, je vous laisse vous présenter puis poser votre question. Voilà, donc moi je suis Vincent Meignier, je suis directeur adjoint d'une association dans le Gard, sur Alès, où on est gestionnaire de dispositifs d'hébergement classiques, mais également de pensions de famille et de places d'intermédiation locative qui ont été développées à partir d'une expérience importante dans l'hébergement d'insertion, notamment les CHRS, dont, au passage, j'en profite pour dire qu'on ne s'appuie pas du tout dans la logique du logement d'abord sur l'accompagnement et sur l'expertise des CHRS pour penser justement la modularité de l'accompagnement nécessaire aux situations. Et c'est une erreur majeure et fondamentale que commet la politique publique en niant ce qui est de l'ordre de l'expertise, de l'accompagnement dans l'hébergement. On n'est pas… je me permets de faire un témoignage parce que j'ai l'impression, dans ce que j'entends depuis tout à l'heure, qu'on ne rencontre pas exactement les mêmes publics, en fait, si vous voulez. On rencontre des gens qui sont très en difficulté. Quand on parle d'intermédiation locative, je ne sais pas, mes collègues gestionnaires pourront le confirmer, on parle d'un dispositif d'accompagnement de logement adapté qui est payé 6 € par jour. 6 € par jour. Alors, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, si ça signifie quelque chose, mais 6 €, s'il faut meubler les logements, parce que quand on parle d'accès public SDF, pour qu'il y ait un accès direct à l'IML, il faut meubler le logement. Donc, si on parle de meubler le logement, d'accompagner de façon suffisamment étayante et suffisante à 6 € par jour, messieurs, mesdames, je suis au regret de vous dire que nous n'y arrivons pas. C'est impossible. Et ne faisons pas, s'il vous plaît, semblant de croire que ce qui est impossible est possible. Et on a très, très peu parlé de l'accompagnement, mais l'accompagnement est la pierre angulaire. La pierre angulaire. Si on veut mener une politique de logement d'abord à l'appui de dispositifs d'intermédiation locative qui sont en sous-location avec bail glissant ou non, ou qui soient en mandat de gestion, que ce soit des résidences sociales ou des résidences accueil, si on veut se servir de ces dispositifs pour favoriser la politique du logement d'abord, il nous faut nécessairement penser la question de l'accompagnement et l'étayage nécessaire. Et cet étayage nécessaire et la question de l'accompagnement se pensera avec les personnes et les professionnels qui ont une expertise de longues années de pratique dans la pluridisciplinarité, dans l'accompagnement des publics les plus en difficulté. Et ce n'est qu'à cette condition-là que nous pourrons faire réellement du logement d'abord. Mais de grâce, arrêtons de croire et de faire croire que l'intermédiation locative à elle seule est un dispositif qui permet de passer de la rue au logement, parce que ce n'est pas la réalité. Et c'est ça le problème d'orientation des SIAO
Monsieur Hannequin, enfin, des SIAO vers les associations qui mettent en œuvre ces dispositifs, c'est qu'aujourd'hui, le public pour lequel l'IML seul est adapté est infime par rapport à la masse des autres publics. Alors, Monsieur Sénis, quand on parle des publics SIAO, vous avez raison, on ne peut pas parler de publics SIAO de façon globale tellement ils sont divers. Mais comment dire, si on parle de public, d'accès au logement indirect, des publics les plus en difficulté, on ne peut pas parler de l'IML. L'IML tel que c'est structuré aujourd'hui et tel que historiquement il a été structuré pour faire face à une pénurie dans l'accès au logement des publics qui se maintenaient faute d'accès au logement dans le parc social sur la métropole lyonnaise, je crois, en 2008, en 2006 ou en 2008, sur la métropole parisienne, bien sûr. Donc, si on part de ce principe-là, aujourd'hui, le public qui est rencontré ne correspond, dans son immense majorité, pas à l'IML. Et on voit bien que là, on a un problème dans le développement massif de places d'IML sans penser l'accompagnement, puisque du coup, eh bien, on a un développement massif de places qui ne répondent à aucune, j'exagère, mais bon, je suis du Sud, vous me pardonnerez, à aucune situation réelle des publics qu'on rencontre. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je fais passer des gens de l'IML sur les CHRS et sur l'hébergement d'urgence, tellement les situations se dégradent du fait de ne pas pouvoir être accompagnés régulièrement, de façon suffisamment étayante. Donc, ça, c'est une réalité, en tout cas peut-être territoriale, peut-être que ça ne se joue. Il y a peut-être un microclimat dans le Sud, je veux bien vous l'admettre, il n'y a pas de problème, mais cessons de faire croire que l'IML est ce que ce n'est pas, parce qu'on se tire une balle dans le pied, messieurs, mesdames, je vous en assure, et je vous prie de me croire pour en faire. Moi, on fait de l'IML, nous, depuis 10 ans, et depuis 10 ans, on dit la même chose, on ne refuse pas d'en mettre en place, mais si c'est de l'IML seul, un dispositif pour un public qui est adapté, avec des difficultés très, très minimes ou administratives résiduelles, et pas quelqu'un qui est pris dans un processus de désocialisation trop important. Et si jamais l'IML doit être un dispositif de soutien au logement d'abord, il ne peut l'être qu'associé à d'autres dispositifs d'accompagnement, à la construction de plateformes d'accompagnement territorial. Et voilà, enfin, bon, nous, on a coordonné une expérience de module d'accompagnement de type logement d'abord en mutualisant les moyens d'accompagnement des CHRS, de la VDL, des services d'accueil de jour, des LIALT soins et santé et des appartements de coordination thérapeutique. Et je peux vous dire que ça donne des choses très intéressantes. Mais dans ce modèle-là, on est plus proche d'un modèle un chez soi d'abord qui a un coût, et ce coût n'est pas de 6 € par jour. Pour préciser, c'est donc le chez soi, c'est 14 000 € la place à l'année. Il nous reste 1 minute pour cet atelier. Je vais peut-être du coup laisser la parole à Kamel. Kamel, si tu veux réagir. Alors en plus, on est minutes. La réaction de M. Meignet est très très bien. On n'a pas parlé que de l'IML, on a parlé aussi des résidences, on a parlé d'autres types de structures. Il faut entendre les ordres de grandeur, c'est-à-dire que les publics dont on est en train de parler, qui sont sans abri, au doigt mouillé, en France, c'est 30 à 40 000 personnes. Puisqu'il y a à peu près 3 ou 4 000 personnes qui dorment dans les rues de Paris, c'était le dernier recensement, c'est un peu moins à Rennes, 1 500 à Toulouse, etc. Le nombre de personnes sans domicile fixe, et ces sans domicile fixe sont majoritairement hébergées par le système d'hébergement, c'est aux alentours de 300 000. Les chiffres de la FAB, en ce qui concerne les personnes mal logées, on monte à 3 millions, 3,5 millions. Si on compte maintenant les personnes qui vivent dans des logements dégradés ou en passoire thermique, on monte à plusieurs millions et probablement 2 fois le chiffre de 3 millions et quelques, c'est-à-dire 7 millions de personnes. Donc, les dispositifs qu'on a à disposition vont toucher toutes ces personnes-là potentiellement. Donc, il y a un vrai sujet qui est au cœur du SIAO et qui est aussi lié à la tension que j'évoquais, c'est l'axe curatif-préventif. Et quand on parle des personnes, par exemple, hébergées par des tiers, et sur la question de la critérisation, ou en tout cas de la priorisation, est-ce que quelqu'un qui est hébergé par un tiers depuis 5 ans est plus ou moins prioritaire que quelqu'un qui est hébergé en structure d'hébergement depuis 3 ans ou qui dort à la rue depuis 2 semaines? C'est extrêmement compliqué à savoir. Et donc, rien que sur cette question-là. Et le fait qu'il y ait cet axe-là et qu'en plus de ça, si on ajoute après sur des questions programmatiques, des questions de construction et autres, une chose très simple qui est que la loi du ruissellement ne fonctionne pas dans nos domaines. Autrement dit, si on fait des choses pour tout le monde, on fait de moins en moins pour les plus pauvres, c'est une évidence. Donc, quand on mélange tous les publics avec des ordres de grandeur comme ça différents, c'est évident qu'on a besoin d'avoir un regard très particulier sur les personnes les plus en difficulté, et y compris sur la question des moyens
y compris sur la question de l'accompagnement social. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais la réalité en logement d'insertion, c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'appelle logement d'insertion plutôt que strictement logement accompagné, nos capacités d'accompagnement ne sont pas les mêmes de un chez soi d'abord, ne sont pas les mêmes d'un CHRS. Je finis, et là vraiment je conclus, les questionnements que moi j'ai pu évoquer, que les collègues ont pu évoquer, montrent quand même que le SIAO devrait être un lieu de réflexion. Et donc, on a parlé de lieux ressources à plusieurs reprises. Il faut pouvoir donner au SIAO, redonner ou leur donner, s'ils l'ont leur conforter, cette capacité de pouvoir entamer ces débats-là et cette réflexion-là sur un certain nombre de sujets, et notamment cette question de préventif-curatif. Encore une fois, la question de l'urgence, et de l'urgence tout simplement du mur qu'on va avoir avec les 26 000 places que tu évoquais en tout début de réunion qui vont se fermer, c'est une pression intense sur les SIAO, sur le système d'hébergement, sur le système de logement accompagné, sur lequel il faut qu'on arrive en même temps à gérer, en même temps se dégager pour permettre de pouvoir finaliser la transformation de notre secteur. Merci beaucoup, Kamel. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cet atelier. Peut-être en élément conclusif, je retiens finalement des enjeux qui nous restent à travailler ensemble. Déjà, l'enjeu de l'interconnaissance entre les différents acteurs, que ce soit du côté SIAO et côté logement adapté. Un enjeu également d'outillage entre évidemment le SI et SIAO et les logiciels qui peuvent être internes à certains gestionnaires, qui permettraient quand même l'orientation vers les différents dispositifs. Le lien qu'il faut développer entre la captation et l'observation sociale et le repérage des personnes, qui nous semble important à monter en compétences, notamment pour les SIAO. Et puis, bien sûr, le sujet que Vincent Meignier a soulevé, celui de l'accompagnement social, qui est évidemment fondamental dans le logement d'abord. Comment dissocier l'accompagnement social des dispositifs, du statut d'occupation, comment trouver finalement ou créer un accompagnement qui peut être modulable, un accompagnement qui peut être plus ou moins renforcé selon les besoins des ménages, les besoins repérés, ou en tout cas évalués par les SIAO. Et finalement, c'est bien ça le logement d'abord, hein. C'est en tout cas ce qu'on porte tous et toutes, c'est l'accompagnement dans le logement, une dissociation entre le statut d'occupation et l'accompagnement. Et également, peut-être ce qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui, mais c'est aussi la place des personnes dans le choix et dans les orientations. Ça nous paraît aussi fondamental. Encore une fois, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation active. Je vous dis à très bientôt et rendez-vous dès demain matin pour la table ronde qui va porter sur l'organisation des SIAO et notamment la gouvernance, GCSMS, GIP ou association seule. Voilà, c'est 10h30 sur les internets, évidemment. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.